Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission par et pour les entrepreneurs. C'est Rémi Bigot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec un invité de marque aujourd'hui. Je suis très heureux de l'accueillir, Monsieur Philippe Bloch. Monsieur Philippe Bloch, rien que ça. Je l'ajoute au stream, hop, salut Philippe. Salut Rémi, salut tout le monde, bonjour à tous. Comment vas-tu? En pleine forme. Pleine forme. Chaque fois que je te vois, je suis en pleine forme de toute façon, c'est un concept. Oh là là, ça y est, il commence déjà. Ton rire est contagieux, ton sourire est contagieux. Ah bah c'est cool alors. Est-ce que tu pourrais te présenter en un petit instant, enfin prends le temps que tu veux d'ailleurs, à ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc tu l'as dit, entrepreneur, observateur, c'est un peu ma double caractéristique depuis que je bosse en fait. Je regarde, j'observe, j'écris, j'anime, je fais des conférences, j'entreprends un peu aussi bien sûr. Donc plein de bouquins, un huitième qui arrive bientôt, une belle aventure entrepreneuriale dont tout le monde sait qu'elle a été aussi complexe que passionnante, qui s'appelle Columbus Café, entreprise démarrée en 94 déjà, il y avait plus de 25 ans, sur le modèle de Starbucks pour réinventer les cafés français à un moment où ils disparaissaient en masse et d'apporter un peu de convivialité et d'innovation. J'étais un start-upper avant l'heure, mais en tout cas dans le domaine du food ou de la food, ce qui n'était pas encore de la food tech, que j'ai développé pendant 10 ans. Depuis 10 ans, un métier que tu adores et que tu fais parfaitement bien, la radio et l'interview, puisque j'ai fait 15 ans, tu le sais, d'émissions de BFM Business, l'entreprise BFM, tous les week-ends, 1 heure. J'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Comme toi, en rencontre avec des entrepreneurs passionnants, passionnés, et puis une activité aussi d'investisseur un peu business angel depuis que j'ai quitté Columbus, et des bouquins et quelques thématiques un peu de prédilection, dont une historique qui était pour moi l'expérience client, puisque aujourd'hui on parle d'expérience client chez les start-upers, mais dans les années 80, là où j'ai écrit ce bouquin extrêmement jeune, mais ça avait été un truc de dingue si j'avais écrit ce bouquin qui s'était vendu à 500 000 exemplaires, ce qui est le genre de truc qui t'arrive absolument jamais dans la vie, le coup de cœur, enfin plutôt le coup de chance des débutants, qui était sur ce qu'on appelait à l'époque la qualité de service, parce que je rentrais d'un séjour de 2 ans aux États-Unis, et j'étais atterré à l'époque de la détestable qualité de service des Français et de leur incapacité à sourire et à nous rendre heureux. Voilà. Donc une vie de slasher toujours, mais avec une double dimension toujours de communication et d'esprit et d'entrepreneuriat depuis que je bosse, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans un de tes livres par rapport au service client, je crois que tu parlais à un moment du Shinkansen, le TGV japonais, et tu expliquais un peu la qualité de service qu'il pouvait y avoir dans ce genre d'endroit, on va dire. Et, oui, au Japon ouais. en général, Ouais. mais le Shinkansen, effectivement, oui, dis-moi. Bah, c'était assez dingue de voir à quel point le décalage qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on vivait en France et même aux États-Unis d'ailleurs, parce que pour le coup, moi j'ai pris le train aux États-Unis, c'est pas terrible non plus, hein. Non, Et ce fameux Shinkansen qui était en termes de qualité de service absolument dingue, quoi. ah oui, il faut reconnaître que. Mais de toute façon, c'est le Japon. Tu sais, le Japon est un pays absolument dingue, fascinant, énervant parce qu'on n'y comprend rien. Moi, j'y suis allé peut-être une dizaine de fois. Bon, je n'y comprends rien. Ils refusent toujours, j'y étais encore il y a 1 an, ils refusent encore aujourd'hui d'avoir envie de nous, quoi. Enfin, en gros, c'est un peuple refermé sur lui-même qui ne parle pas anglais. Encore aujourd'hui, les jeunes japonais, quand tu vas à Shibuya, ne parlent pas un mot d'anglais, mais qui est déroutant parce que ils ont un sens de la discipline, de la qualité de service qui est absolument incroyable parce qu'on a envie de les copier et que c'est juste impossible. C'est culturellement tellement différent. Donc ça nous fait une espèce de bien de voir ce qui est possible et puis de désespoir de dire qu'on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Mais alors le Shinkansen, c'est parfois quand tu as ces jeunes femmes qui chaque fois quand il n'y a personne dans le salon saluent le salon vide, j'avoue que c'est émouvant si tu veux en fait. Non, puis tu sais, quand le train a 5 secondes de retard, ça devient On une affaire s'excuse, oui, on s'excuse d'être arrivé. Et surtout quand on arrive en avance, on s'excuse d'arriver en avance. Ce qu'il faut que la SNCF apprenne. Ce qu'il faut enseigner à la SNCF, ça va nous faire un bien fou, si tu veux. C'est pas faux, c'est pas faux. Même si je les aime beaucoup et qu'ils essaient de faire des efforts eux aussi. Mais bien sûr, on en avait discuté un peu en privé tous les deux par rapport à la Poste, notamment la Poste qui a changé drastiquement. Moi, je me rappelle de la Poste il y a 20 ans, qui était effectivement ce que nous décrit Danny Boone dans son fameux sketch. Bien Et sûr, aujourd'hui, je ne reconnais plus du tout ça. C'est vrai que, en tout cas, dans les bureaux de poste dans lesquels moi je vais, c'est plus du tout ça. Non, c'est une des plus grandes métamorphoses françaises en matière d'expérience client parce qu'il ne s'agit pas là d'une équipe de 12 personnes. Il s'agit d'une boîte de 100 000 personnes. Je me souviens que moi, je parlais de la Poste dans les années 80-90 sur mes interventions et je disais que le défi de demain pour la Poste, c'était d'inventer la Poste de demain avec les postiers d'aujourd'hui. Ce qui était quand même pas très gentil pour les postiers de l'époque, mais c'était une réalité. Ils ne voulaient pas qu'on soit heureux, en fait. Et la mutation a été extraordinaire. Un peu moins en digital, ils ont été un peu plus longs, mais ils sont en train de s'y mettre. J'aimerais bien que Steve Jobs revisite
la convenience de leur site web. Quiconque a essayé d'imprimer un timbre en ligne, on se dit qu'il y a encore du boulot. Si ça repassait par la Silicon Valley, on serait tous plus heureux que d'imprimer nos timbres en ligne. Mais globalement, ils ont fait quand même des efforts extraordinaires. Il faut reconnaître que dans une mécanique pareille, dans une boîte aussi lourde, dans laquelle les process sont aussi présents et la culture aussi ancienne, bravo à la Poste, à l'évidence, ouais. Ouais, puis en plus, pour finir un peu la parenthèse sur la Poste, je me suis rendu compte en regardant une émission récemment sur Arte qui était super intéressante, que c'est probablement l'entreprise postale la plus grande au monde en termes de nombre d'envois, de colis, etc. Je ne savais pas du tout. Je savais pas du tout. Et un truc que tu ne sais pas, parce que tu sais que j'ai aussi un pied aux États-Unis, c'est que la Poste américaine est en dépôt de bilan depuis 5 ans. Alors que la Poste française, qui perd quand même 500 millions d'euros par an de business par le courrier, est en train de se redynamiser par le colis, par les nouveaux services, notamment aux seniors, etc. C'est quand même une entreprise qui est une vieille dame qui démontre que même dans l'économie ancienne, il y a encore de vieux bons réflexes. Et quand on allie la force des grands groupes et des grandes boîtes à l'innovation de la start-up, ça fait des étincelles sympas. Bah, c'est pour ça aussi que moi j'adore par exemple l'événement Viva Technologie qui a lieu à Paris depuis 5 ans tous les ans. Un événement qui est passé de pas grand chose à l'année dernière 80 000 personnes, un truc incroyable avec Zuckerberg, avec Jack Ma, avec tout le monde qui est venu. J'adore cet événement, vraiment. À chaque fois que j'en parle, j'en ai des frissons parce que j'ai vécu des trucs dingues là-bas. En plus, tu animes des choses là-bas en plus, toi. Ouais, moi je me régale. Non mais vraiment, Vivatech, les gens. Tu sais et c'est là que je me dis, pour moi il y a 3 France. Et après, on rentrera un peu plus dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ton livre, etc. Mais je voulais faire une petite aparté là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, il y a 3 France, et j'aimerais en discuter avec toi. Il y a la France très innovante, très technologique, très j'ai envie d'y aller, j'ai envie de renverser le monde. Ça, c'est la première, celle que j'aime particulièrement, évidemment. C'est celle de Vivatech, c'est celle de Station F, c'est celle d'École 42, c'est celle de toutes ces startups et de ces entreprises qui essaient de se renouveler. Il y a la France, on va dire, qui est plus historique. Alors attention, je ne crache pas dessus, hein, mais c'est une très belle France aussi, quand on voit des très belles maisons de champagne, de produits un peu sur mesure, etc. Et puis il y a une France qui est un peu plus, j'aime pas trop ce terme, c'est peut-être un peu méchant, mais un peu plus rétrograde, qui pense toujours en problème plutôt qu'en solution. Et j'arrive pas à savoir, je pense que de toute façon, il faut tout pour faire un monde et on peut pas séparer les gens. Je veux dire, je vais pas dire que ce Français est moins bon qu'un autre Français, mais je les aime tous, mais est-ce que ça pose… En fait, d'un côté, c'est super, et d'un autre côté, je trouve que ça pose quand même un petit problème. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, c'est plus qu'un problème, c'est une réalité qui va s'accentuer dès la rentrée et dès aujourd'hui, que le confinement et la crise sanitaire et demain la crise économique et après-demain la crise sociale va accentuer. C'est que je trouve que tu es même gentil en disant qu'il y a 3 France. Il y a beaucoup plus de France que cela. Tu sais, il y avait avant le Covid un bouquin d'un patron d'un institut de sondage, je ne sais plus lequel, Jérôme Saintin, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a écrit un bouquin sur l'archipel français. Il vous dit en gros, la France, c'est une série d'îles qui constituent un archipel, mais qui ont presque tendance à s'éloigner les unes des autres. Et on s'aperçoit qu'il y avait déjà beaucoup de fractures en fait dans la société française avant, qui va bien au-delà des start-upers, entrepreneurs versus les salariés dirigeants. Après, tu peux mettre plein de sous-catégories, etc. Et on vient de vivre un truc qui est assez compliqué en ce moment parce que on va évoquer effectivement cette crise et ce fameux monde d'après qui est en train de naître. On ne sait pas encore ce qu'il va être. Et c'est l'objet qui nous réunit ce matin par rapport à ce bouquin que je viens d'écrire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il semblerait que de plus en plus, les gens analysent tous les problèmes qu'on vient de vivre dans cette crise par leurs convictions d'avant, qui les renforcent dans leurs convictions d'avant. Ce qui va encore plus éloigner les gens sur leurs convictions personnelles qui sont à l'opposé souvent du gars d'en face, en fait. Donc, et en plus, je te rappelle quand même qu'on est dans le pays le plus défiant au monde. C'est-à-dire que nous n'avons confiance en personne. C'est intéressant de savoir qu'il y a un sondage que je cite souvent dans mes interventions où on demande aux gens dans 30 pays du monde, occidentaux ou asiatiques, mais en tout cas, on va dire développés, économiquement en tout cas, tous sont développés, mais économiquement en tout cas, en général, est-ce que vous faites confiance naturellement aux autres ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde? Je ne sais pas ce que tu répondrais toi en tant que citoyen français. Moi, je sais ce que je répondrais et on me l'a beaucoup reproché. Moi, à 100%, je fais confiance. Moi, je suis très confiant. Parce que je vais te dire un truc, j'ai compris il y a longtemps, y compris dans ma vie d'entrepreneur, que la confiance renforce la motivation des gens et que le contrôle est infiniment plus coûteux que la confiance. Après, c'est un calcul à faire, si tu veux, dans la vie. Mais quand on le calcule et quand on le pratique, il n'y a pas l'ombre d'un doute et il n'y a pas photo. Et quand on demande aux Français, pour revenir sur mon sondage, 80% des Français te disent « Moi, je fais confiance à personne ». 20% seulement font confiance sur eux. Et comme par hasard, on est un des pays les plus malheureux du monde alors qu'on a un des plus beaux pays du monde. Et plus tu montes vers le nord de l'Europe où tu as 80% des gens, notamment en Suède, en Scandinavie, etc., qui disent « Moi, à 80%, on fait confiance », tu tiens là l'origine du mal français. La défiance, la méfiance, le manque de capacité à croire en l'autre, etc., est un truc qui, devant nous,
qui va s'accélérer si on fait les mauvais choix. Et c'est vrai, tu as absolument raison. Heureusement, du coup, qu'il y a la France des entrepreneurs qui parle haut. Et j'en profite juste pour te révéler un truc qui va t'intéresser parce que tu es au cœur de ce truc-là. C'est pas encore public, mais je suis en train de voir passer un sondage qui va sortir la semaine prochaine, en fait. Je sais pas quand on va passer ta diffusion. Je pourrais peut-être Attention, pas si dire ça, c'est sous l'embargo, on va avoir des problèmes. non, non, je ne dis rien. C'est un embargo light. C'est un embargo light. Pour faire court, il semblerait que la crise, pas la crise, l'ensemble de l'épisode qu'on vient de vivre vient plutôt de ramener encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas l'envie d'entreprendre des Français. Mais elle a renforcé de manière phénoménale le désir d'entreprendre de ceux qui entreprenaient déjà et les entrepreneurs et notamment des start-upers. C'est-à-dire qu'en plus, ces deux France que tu évoques, elles sont en train encore plus de se séparer l'une de l'autre. Encore moins envie, encore moins d'appétit au risque d'une grande partie de la France. Et à l'inverse, une énergie encore redoublée en disant genre fuck it, il n'y a plus rien à perdre, allons-y maintenant, c'est le moment d'y aller. Donc ça veut dire une fois de plus que l'avenir appartient aux entrepreneurs. Mais du coup, ça me fait poser deux questions. La première, c'est comment on arrive à avoir autant de succès, de réussite dans plein de domaines différents si on a autant de défauts, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ce serait déjà si on n'avait pas tous ces défauts-là? Et deuxièmement, tu vois, moi, c'est intéressant ce que tu viens de dire sur ce sondage-là parce que, alors, si ça, ouais, j'imagine que c'est vrai, hein, je veux pas remettre en cause ces chiffres-là. Après, les sondages, bon, on leur fait dire aussi ce qu'on veut. Mais pourquoi pas? Par contre, moi, ce que j'ai vu sur mon blog, parce qu'il est très suivi par des gens qui sont entrepreneurs ou qui veulent le devenir, j'ai eu encore plus de demandes qu'avant de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont sauter le pas? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que finalement, notre pseudo-sécurité, qui est complètement pseudo pour le coup, du CDI, du salariat, etc., est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer d'aller voir un petit peu ailleurs, quoi? Moi, je crois que cette crise qui a bouleversé beaucoup de certitudes et qui a mis les gens face à la mort, et potentiellement, on a vu qu'on n'avait plus beaucoup. Enfin, on pouvait disparaître comme ça avec une saloperie de virus pour avoir respiré des saloperies, un postillon dans la rue. Et il y a probablement des gens, alors que ça va durablement confiner à vie et qui vont avoir peur de serrer la main et de dire bonjour à leur concierge et à leur gardien jusqu'à la fin de leur jour. Il y a des couples il y a des couples qui sont encore en quarantaine en ce moment parce que l'homme a plus peur que la femme, ou vice-versa, à l'inverse. Enfin, c'est un truc de dingue quand même. Et puis à l'inverse, tu as des gens qui disent ben, encore plus rien à foutre. C'est le moment au fond de vivre pleinement parce que globalement, on n'est pas là pour longtemps. Donc allons-y. Et ceux qui avaient déjà une propension, si tu veux, à non pas dire, tu sais, mon obsession linguistique, puisque j'ai écrit des bouquins sur l'optimisme qui passe par le langage, et il y a quand même une phrase qui est quand même la plus révélatrice de notre état d'esprit là-dessus, c'est le prendre un risque en anglais, c'est take a chance. C'est-à-dire, en français, on voit le risque, en anglais, on voit l'opportunité. Donc, quelque part, il est évident que ça va renforcer, sur ceux qui ont déjà cet appétit en fait à la prise de risque, ça va renforcer le fait d'y aller vite, parce que ce qui est certain aussi, c'est qu'il va se jouer beaucoup de choses nouvelles dans les mois qui viennent. Et qu'il y a malheureusement des gens qui vont disparaître assez rapidement, mais ceux qui vont prendre des places aussi, à mon avis, assez rapidement sur des business où la digitalisation qui va s'accélérer va renforcer beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles et renforcer en fait l'économie. Tu sais, je regardais simplement les chiffres. J'étais il y a 2 jours là en train d'être interrogé sur le bouquin. Il y avait un diagramme sur l'évolution du Nasdaq depuis la crise qui a chuté comme toutes les bourses et qui a remonté encore plus haut et encore plus vite en fait que les autres bourses. Ce qui est dingue d'ailleurs parce que c'est complètement décorrélé de ce qu'on nous annonce comme la crise la plus grave de l'histoire de l'humanité au plan économique ou la plus grave depuis la crise de 29 des années 20 du siècle dernier. Mais en fait, ça atteste surtout d'une chose, c'est que les valeurs technologiques, qui pour la plupart d'entre elles sont des startups qui s'appuient sur la digitalisation pour simplifier nos vies et rendre le monde meilleur ou la santé plus accessible, etc., vont aujourd'hui être celles qui vont bénéficier de la crise et de la reprise. Donc c'est évident que tous ceux de ces entrepreneurs qui vont comprendre cela, ils ont raison d'y aller, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et cette France, et j'espère qu'ils vont montrer à l'autre France que c'est eux qui ont raison. Et que le fait de prendre des risques, c'est un bonheur absolument gigantesque malgré les menaces. Moi, j'ai vécu, on pourra peut-être y venir si tu veux, mais j'ai quand même vécu 10 années de galères incroyables chez Columbus Café. Ça a été les meilleures années de ma vie, si tu veux. Donc, en gros, non, mais l'adversité, c'est le truc le plus beau du monde. Dès lors que tu as un grand rêve, tu n'as pas de problème. Je suis d'accord. Après, ce que je voulais dire aussi par là, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de tout ça. Tu vois, et il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. C'est-à-dire que je pense que, tu sais, moi, je suis à fond entrepreneurial, tu le sais très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vois aussi l'autre penchant, je vois des gens que j'aime, tu vois, me dire, mais attends, Rémi, nous, on ne veut pas de ce monde-là. On ne veut pas de ce monde-là pour différentes raisons. On ne va pas rentrer dans le débat philosophique, etc. Mais pour eux, ce monde est un monde qui est à côté de la plaque. Donc, est-ce que... Bon, on rentre un peu trop dans la philosophie là. Reprenons un peu le sujet précis. Soyons concrets. Ouais, tu sors un livre là. Tu nous sors un 8e livre, c'est ça, tu as dit? 8e, ouais. Est-ce que tu peux montrer la couverture là, s'il te plaît?
Alors, tu m'embêtes parce que… Ah bah, il l'a pas sur lui. Ah bah bah. Voilà, si, le voilà. Le voilà. Alors, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Raconte-nous un peu la genèse de ce livre et pourquoi tu l'as écrit et qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, ce sera mieux après, tout seul, ça aurait été du wishful thinking. C'est-à-dire, ça aurait été moi qui suis censé être l'optimiste de série pour remonter le moral des mecs quand ils n'en ont pas, faire des conférences dans les boîtes qui ont le moral en berne, parler de mes bouquins sur l'optimisme, c'est une de mes marques de fabrique. Je suis un peu le ravi de la crèche pour certains. Tu vois, le gars toujours content, le béni oui, etc. J'assume parfaitement. Parce que honnêtement, dans ce qui nous attend, si on commence à se déprimer, je te garantis que ça va être absolument un carnage. Donc, quelque part, ce sera mieux après n'aurait aucun intérêt parce que, évidemment, on a tous envie, finalement, que ce fameux monde d'après, qui devient presque une expression générique de l'année 2020, en fait, soit meilleur à tous égards. Pour la planète, pour les jobs les plus compliqués, pour nos entreprises, pour nos vies, pour nos familles, pour nos styles de vie, pour tout. On a envie que tout s'améliore. Parce que cette crise, elle a, comme pendant 3 mois, tout s'est arrêté, on a réfléchi à tout pendant 3 mois. Tout ce qui constitue notre vie sociale, collective, personnelle, etc., familiale, romantique, amoureuse, tout est passé par là. Il y a des tas de choses. Tout a été une espèce de full reset qui, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, a été permis à 3 milliards d'individus en même temps qui ont vécu les mêmes choses, les mêmes questions, les mêmes doutes en même temps, etc. Et moi, j'ai été obligé de me confiner sans mon épouse, donc quasiment tout seul, parce que je m'occupais de ma mère qui était malade dans le sud de la France. Et du coup, j'avais que ça à faire finalement quand je m'occupais pas d'elle que de réfléchir. Et je dis, mais en fait, je me suis posé la question de dire, est-ce qu'on n'est pas enfin en train de rentrer, enfin, est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de rentrer vraiment pour la première fois dans le 21e siècle? Tu sais, il y a eu la guerre de 14, la Première Guerre mondiale, elle a démarré le 21e siècle, le 20e siècle, pardon. Là, je crois que c'est un autre type qui n'a pas été une guerre malgré l'emploi du mot par Macron au début, qu'il a vite abandonné, tu l'aurais d'ailleurs observé. Mais on est rentré dans le 21e siècle avec face à nous et fabuleuse de réinventer un petit peu le nouveau monde qui peut s'ouvrir. Excuse-moi, Philippe, ça a coupé pendant 5 secondes. Est-ce que tu peux reprendre la phrase à partir de Macron? Oui, du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais on est, en fait, ça n'a pas été vraiment une guerre, contrairement à ce qu'a dit Macron, et d'ailleurs il a assez vite abandonné après, mais clairement ça a été une espèce de séisme dont je me suis dit assez rapidement qu'il pouvait être à la fois le plus révolutionnaire ou le plus destructeur de notre histoire à nous, de notre histoire de nos générations en fait. Et du coup j'ai commencé à écrire, et à mesure que j'écrivais, j'ai vu qu'il y avait toute une série de thématiques sur lesquelles, bon an, mal an, on allait probablement devoir faire des choix. Et on va voir que les choix vont être vachement compliqués. Parce que si on veut moins de mondialisation, ce n'est pas un sujet, mais qu'est-ce qu'on va vouloir payer moins cher, payer plus cher pour pas que des enfants chinois fabriquent nos WC? Est-ce qu'on va être capable, c'est... effectivement, de changer vraiment? C'est la vraie question. Mais sur tous les sujets, on veut plus de mondialisation, on veut plus de fake news, on veut plus de salaires bas, mal payés. Excuse-moi de te couper, Philippe. Je ne sais pas si les gens veulent vraiment plus de mondialisation. Est-ce qu'ils en veulent pas? Ils en veulent pas simplement moins? C'est la question que je me suis posée, tu vois. Ils en veulent une autre. Ils en veulent une autre, à l'évidence. Moins économique, moins financière, moins violente, moins soucieuse du long terme, plus enfin, alimentée par des fonds d'investissement qui n'ont que le profit en tête sans penser au capital patient. Et il y a surtout des gens qui considèrent que c'est un désastre absolu en oubliant que ça a sauvé 1 milliard de gens de la pauvreté dans le monde, que ça a permis de limiter l'inflation dans la plupart des pays occidentaux, que ça a permis de générer des trafics d'idées, de génération d'idées phénoménaux, de faire que des générations entières d'entrepreneurs peuvent conquérir le monde entier à partir de leur salon aujourd'hui avec une liaison Wi-Fi. C'est ça la mondialisation. Ah non, mais il y a eu beaucoup d'avantages, mais c'est vrai qu'il y a des inconvénients aussi, et peut-être qu'il faut qu'on arrive à les nettoyer petit à petit. Mais si tu veux, c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Enfin, je ne dis pas que c'est intéressant dans la démarche que j'essaie d'avoir parce que c'est prétentieux, mais finalement, la démarche, elle se résume finalement à une quinzaine de chapitres sur lesquels j'observe qu'il y a 2 choses que l'on peut choisir selon le camp dans lequel on se situe finalement, et qu'à la fin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bon camp finalement, mais que les choix vont être difficiles à faire parce qu'ils sont à la fois contradictoires et qu'il n'y a pas de bonne solution sur tous ces sujets-là. Et du coup, ça donne ce bouquin, et c'est la raison pour laquelle je dis sauf si on est trop con, parce que si tu veux, cette crise, elle a quand même détruit beaucoup, beaucoup de choses. Elle a détruit des vies, c'est évident, on en est à 120 000 mais dans les crises, il n'y a pas eu autant de vies démolies. C'est intéressant parce que ce n'est pas une crise économique au départ, ce n'est pas une crise écologique, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire qui va clairement dérouler sur une crise économique et demain sur une crise sociale, parce que dès qu'il y a crise économique en France, il y a crise sociale derrière, qui peut être puissance 5 par rapport aux Gilets jaunes si on n'y prête pas attention et si le ressentiment qui est en train de s'installer en France, ce qu'on évoquait au début, c'est plusieurs France qui s'ignorent et qui s'éloignent les unes des autres. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, c'est le langage dans Macron, ça.
voit aux États-Unis aussi, ça se distend énormément, les gens. Mais bien sûr, mais en même temps, je pense qu'elle est une formidable opportunité de s'arrêter et surtout de ne pas oublier trop vite. Parce que je me dis que si on a détruit tout ça, si on a détruit autant de boîtes qui ne s'ouvriront pas, si on a brisé autant de rêves d'entrepreneurs, si on a brisé autant de couples, c'est parce qu'il y a des couples qui ont divorcé. Si on a détruit des salariés aussi parce qu'ils ont perdu leur emploi. Si on a détruit toute cette valeur, toute cette confiance dans l'avenir des gens, eh ben, si on n'en tire aucune leçon, quel putain de gâchis. Et donc, si tu veux, ce bouquin, quelque part, c'est assez marrant parce que moi, j'étais convaincu que ce bouquin, c'est la première fois de ma vie que j'écris un bouquin d'actualité, un essai de société sur un thème. Oui, c'est un risque d'ailleurs, d'une certaine manière. Ouais, parce que c'est pas mon territoire du tout, mais tu sais, moi, quand je suis énervé, j'écris. Alors, comme j'étais un peu énervé, du coup, je me suis mis à écrire. Et surtout, je me suis dit, en fait, ce bouquin, il va vivre 3 mois, quoi. C'est un bouquin, on va parler du Covid, etc. Toutes les réactions que j'ai depuis le début du lancement du bouquin, il sort le 2 juillet, mais il a été lu déjà par pas mal de personnes. Et en fait, ce qui est marrant, ils me disent tous, ça va être un bouquin d'histoire. En fait, ça va être un bouquin de devoir de mémoire pour tout ce qui t'est passé dans la tête, en fait, pendant ces 2 mois. Les gens me disent, tout ce que tu as écrit, je l'ai ressenti. Et donc, en fait, les questions que tu poses, parce que c'est pas un bouquin qui apporte des réponses, c'est un bouquin qui continue à poser des questions. Et à ce moment-là, ils me disent tous, c'est toutes ces questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Et je suis convaincu qu'il va durer 5 ans, le temps qu'on gère cette crise, qu'on la digère, en fait, et que sur chacun de ces thématiques, on finisse par se positionner personnellement et collectivement. Parce qu'à la fin, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a le choix. C'est par la façon dont on va désormais consommer, acheter, vivre nos vies, ralentir ou pas ralentir, voyager différemment, consommer différemment, aimer différemment, prendre soin des autres différemment. Tous ces sujets qui ont émergé, on a la main, quoi. Et donc ça, c'est vraiment génial. On est entrepreneur de nos vies, en fait. Mais complètement. Et c'est vrai qu'après, beaucoup de questions se posent, comme tu le dis, parce que est-ce que les gens vont changer? De quelle manière ils vont changer? Est-ce que, ouais, c'est vrai qu'on sait, finalement, un peu, c'est un scientifique qui disait ça au début de la crise, il disait tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, finalement. C'est que, voilà, c'est un peu la même chose. Plus que jamais. Et plus ça va, moins on sait, comme dirait l'autre. Hein. Tu sais, il y avait Jean Gabin, t'es trop vieux pour que tu te souviennes, Jean Gabin, qui était un acteur formidable dans les années, je ne sais même pas, quoi, 50, soit même pas 60, 50, 60, peut-être maximum, il a dû mourir à 70. Il avait une chanson géniale. C'était un acteur, mais il avait une chanson, tout ce qu'on sait, c'était un Lino Ventura, une espèce de personnage français du cinéma, on ne sait jamais. C'est évidemment oui, j'avais vu ces films. J'en avais vu. Je dirais que plus ça va, plus c'est comme ça. Mais en même temps, il faut être clair, on rentre dans un siècle d'une imprévisibilité absolue, une manque de visibilité totale, et ça renforce d'ailleurs complètement le métier. Mais surtout, plus que jamais. Et ça renforce encore plus, finalement, le besoin d'une vision, ce fameux why, ce fameux pourquoi on se lève le matin, mais pas uniquement dans notre job, mais dans nos vies. Moi, honnêtement, je l'écris dans le bouquin sur des choses. J'essaie de ne pas me positionner, mais on sent bien un peu mes convictions de temps en temps dans le bouquin, je ne peux pas m'en empêcher. Mais quelque part, j'ai modifié déjà des choses que je ne fais plus. Il y a des choses que je ne veux pas consommer de la même façon. Je faisais des choses stupides, des choses inutiles. Je me suis aperçu que j'ai plein de choses dont je ne me servais jamais. Alors, je ne suis pas du tout un adepte de la décroissance, un espèce d'ayatollah, de tout ça, non, mais je m'aperçois qu'on déconne quand même globalement pas mal sur plein de choses. Tu sais, moi, il y a un truc drôle là-dessus, c'est que moi, depuis que je suis petit, mes parents m'appelaient l'écolo. Je les rendais fous parce que je leur disais, faut pas ci, fais pas ça. Tu sais, j'étais un ayatollah, justement. J'étais un petit ayatollah. Le chieur de service côté prix des poubelles. Quand j'en parle à mon père, parce que maintenant, malheureusement, ma mère n'est plus là pour en parler, mais quand j'en parle à mon père, il fait, putain, mais sur pas mal de trucs, t'avais raison, petit merdeux, en fait. alors mes parents ne me le disent pas, mais moi, il y a 40 ans, j'ai arrêté de manger de la viande. J'ai pas bouffé un morceau de viande depuis 40 ans. Les deux, tu vois. Ah ouais, toi aussi. Et maintenant, on me dit, putain, t'es vachement visionnaire comme mec. Avant, j'étais le gars qui osait. Tu sais, pendant des années, j'ai rien mangé parce que je disais, j'avais pas faim. J'étais un garçon bien élevé quand j'étais invité. Et puis un jour, je dis, j'en ai marre. Maintenant, je me dis, je ne mange pas de viande depuis 40 ans. On peut vivre très bien sans. Et je le faisais pas par souci écologique, mais je m'aperçois en plus que ça a peut-être sauvé quelques grammes de CO2. Donc, j'ai fait ma contribution depuis 40 ans là-dessus. Et quelque part, mes parents m'ont dit, on comprend pas ton truc, et maintenant, ils le comprennent mieux. Oui. Bah c'est ça, bah tu sais, moi le jour où mon père m'a trop saoulé sur cette histoire de pas manger de viande, parce qu'évidemment, lui, il trouve ça complètement scandaleux, c'est inadmissible, t'es pas français, machin, etc. On en rigole beaucoup. Et je lui ai dit, tu sais, tu te rappelles de Carl Lewis? Il me fait, ouais, j'adorais, c'était vraiment un génial coureur et tout. Bah, il était végétarien. J'ai vu un reportage américain fabuleux sur ça. Tu as dû le voir aussi, justement. C'est extraordinaire, bien sûr, bien sûr. Bon, tout ça pour… Alors, revenons un peu à certains sujets. Donc, le livre, c'était super intéressant. Tu as écrit un autre livre avant. J'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu, au moins, parce que c'est un sujet qui me passionne particulièrement, l'univers des startups. Tu as écrit Startup Academy.
Quelle est ta vision de tout ça? Moi, j'ai vu clairement de mes yeux l'évolution incroyable de la France dans le domaine des startups ces 5 ou 6 dernières années, alors qu'on est parti d'assez bas, hein, on va pas se mentir. Comment tu vois les choses? Alors, je ne vais pas en répondre par rapport au bouquin parce que le bouquin n'était finalement pas sur les startups. D'ailleurs, tu sais, j'ai beaucoup de défauts, j'ai une qualité, c'est que j'assume tous mes échecs, toutes mes erreurs depuis toujours, sur mon parcours professionnel, sur les choix erronés que je peux faire de temps en temps. Mais en revanche, je peux te dire une chose, c'est que Startup Academy, c'était un très mauvais titre. Parce qu'en fait, le sous-titre, c'était comprendre et s'approprier les secrets d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et en fait, c'était un bouquin qui était une plongée dans l'histoire, enfin, dans la vie des startups et leur fonctionnement, pour en analyser la différence par rapport à l'ancienne économie, ce qu'on appelle un peu l'ancienne économie, pour que cette ancienne économie se réveille avant de mourir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, aucune entreprise ne peut décemment affirmer qu'elle va faire le même métier dans 5 ans, de la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies, les mêmes concurrents. Donc, c'était une espèce d'alerte pour ces boîtes-là, de dire attention, apprenez un pivot, apprenez à penser différemment, apprenez à échouer rapidement, apprenez tout ce qui fait la force des startups, à être agile, à aller vite, à privilégier les valeurs au process, etc., à mettre au cœur l'humain sur certains sujets, etc., avoir une vision, avoir un why, etc., tout ça. Le bouquin était un échec à cause du titre. C'est intéressant d'ailleurs. Donc je croise les doigts pour que mon ambition, là, enfin, mon culot sur tout, ce sera mieux après, sauf si on est trop con, pour que le titre ne me tue pas Je pense que ça complètement dans attire l'esprit. plus l'envie de lire déjà. En tout cas, ça fait sourire les mecs quand je donne le titre. Donc, je me dis, au moins, on a une étape de sympathie dès qu'il est gagné. Mais je dirais, un titre peut tuer un bouquin. Je donne le conseil à tous les gens qui pourraient écrire un bouquin un jour, faites gaffe à vos titres. Les startups aujourd'hui, c'est ce que tu dis. Globalement, elles ont en grande partie émergé en France d'une manière phénoménale. On ne l'attendait pas. C'est devenu effectivement un phénomène générationnel. J'ai fait, moi, une école de commerce, l'ESSEC, à une époque où on est 2 entrepreneurs dans ma promo sur 300 personnes, tu vois. Aujourd'hui, c'est plutôt 2 mecs à l'ENA et 280 en tout cas qui veulent devenir entrepreneurs et c'est juste absolument formidable. Simplement, effectivement, si on analyse un peu les startups, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu à la fin d'une étape, il me semble. C'est-à-dire que elles ont, pour beaucoup d'entre elles, très vite été sur beaucoup de choses, finalement, j'allais dire presque assez faciles. Parce que finalement, les startups ont réussi, pour la plupart d'entre elles, y compris les grandes réussites ou les plus petites, en simplifiant nos vies. C'est-à-dire qu'elles ont vu un besoin qui était mal adressé, qui était souvent d'ailleurs un besoin qu'elles utilisaient, mais qu'elles étaient frustrées d'utiliser par quelqu'un qui ignorait son client en ne le mettant pas au cœur du truc. Et elles ont réussi en s'appuyant sur la technologie, ce qui a été formidable parce que moi, je viens d'une histoire, je te parlais de mon premier bouquin, Service compris, de mes 500 000 exemplaires. Ce qui est intéressant quand on analyse le milieu des années 80 où a été écrit ce bouquin, tu lis ce bouquin, tu te dis, mais finalement, rien n'a changé. Alors que tout a changé. Mais ce qui n'a pas changé, ce qui n'a pas changé, c'est que l'état d'esprit du français n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, en matière de service, nous sommes un peuple qui n'est pas serviable. Il faut juste le dire. Enfin, je le dis vraiment franchement. Et ce qui a amélioré la relation client en France, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, tu préfères parler à une app qu'à une personne, parce que l'app est jamais de mauvaise humeur. Et quelque part, non mais c'est vrai. Et aujourd'hui, notre vie est là-dessus, je mettrais un petit bémol quand même, Philippe. Je trouve, Vas-y. c'est mon avis perso, par exemple dans les restaurants, je trouve que ces dernières années, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Peut-être que je me trompe. Alors toi, tu as un prisme très parisien aussi. Peut-être que ça joue. Non, je suis très souvent en province. Et puis tu adores, je veux dire, tu me fais plaisir parce que là, je vais frimer un max. Mais j'ai fait dans ma vie 3500 conférences. Tu sais ce que c'est 3500 pour parler de ce sujet dans les boîtes. Il va falloir que je te Toutes les rattrape boîtes que, encore, hein. non, toutes les boîtes que tu cites, toutes les chaînes de restauration, tous les hôtels, j'ai fait des confs pour l'ensemble. J'ai parlé devant plus d'1 million de personnes de ce sujet. Donc je me dis, ce que tu me dis me ravit. Parce que je me dis, ça a peut-être servi à quelque chose depuis 30 ans d'avoir emmerdé le monde entier sur ce sujet. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis que ça s'est amélioré. C'est pas pareil. Bien sûr, mais évidemment, et à tel point maintenant que tout est presque un peu pareil et que ça devient difficile de se différencier parce que. Mais moi, je vais te dire un truc, c'est pas tant mes conférences qui ont changé le monde, je le sais bien. C'est quoi? C'est Amazon. C'est que les nouveaux référents auxquels on se raccroche aujourd'hui sont des référents qui ont une telle exigence en matière d'expérience client que c'est à celle-là qu'on s'accroche et on se dit, on n'est même pas, on sera jamais à leur niveau. On sera jamais à leur niveau, mais on peut au moins tangenter sur cette condition-là. Et avant, il n'y avait pas de boîte en France. Tu sais, quand on me disait à la fin d'une conférence, ça m'arrivait souvent, on me disait, donnez-nous les 5 boîtes françaises les meilleures en qualité de service. Eh bien, je m'aperçois d'un truc, j'en trouvais pas plus d'une ou deux qui soient absolument pas critiquables. Tu avais toujours sur une ou l'autre, oui, ils sont pas mal chez Decathlon, mais tu sais, il m'est arrivé tel truc la semaine dernière chez Decathlon. Tu avais toujours le truc, tu n'avais pas le machin où tu sais que de toute façon, c'est l'obsession du patron et qui fait chier ses collaborateurs jusqu'à la fin du monde parce que c'est leur mission. Moi, je rappelle toujours sur ce sujet, quand j'ai créé Columbus Café,
On avait une seule ambition, barista, CEO, tout le monde, faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Ben Pas ça, mal. je vais te dire, tu n'as pas besoin d'avoir des process. Non. C'est quoi le process? Si un mec, Du si un bon mec sens. me dit si un mec me dit j'aime pas ton cappuccino, tu as besoin d'un process qui dit si le mec aime pas le cappuccino, tu le rembourses ou tu dis monsieur, dites-moi ce qui vous fait plaisir. Je vous Ah l'offre, oui, ce que vous voulez dans la carte. Et là, tu le fidélises. Et tu bien comprends le évidemment. truc de base, c'est que ça coûte 5 fois plus cher de recruter un client que de fidéliser un client existant. Quand tu as Et oui. compris ça, quand tu as compris que les valeurs sont supérieures au process, et ben là, effectivement, les boîtes, elles avancent. Alors, pour revenir vite sur ta question des startups, elles ont très vite plongé dans ce qui était plutôt le plus facile, c'était d'améliorer ce qui marchait très mal. Et effectivement, elles ont globalement beaucoup amélioré notre confort par la livraison, par la vitesse, par des services beaucoup mieux fichus, un parcours beaucoup plus fluide, Plus agréable. tout est plus facile. Et aujourd'hui, ça devient la norme. Ils passent leur temps à nous demander notre avis, à nous Et juger, ça ils sont oblige jugés les autres à là-dessus. s'améliorer aussi, c'est ça qui est bien. Mais bien sûr, mais tu sais, le service, c'est une espèce de. C'est un marathon. Non, c'est pas un marathon, c'est une course de fond, en fait, dont la ligne d'arrivée recule à mesure que les autres avancent. C'est-à-dire qu'en permanence. Non, mais c'est vrai, les mecs continuent à s'améliorer autour de toi. Donc, tu es obligé en permanence de faire ces remises en cause. Donc, aujourd'hui, je dis juste que les startups, elles vont forcément continuer à innover. Beaucoup, quand même, ont été des idées un peu bullshit. Enfin, il faut quand même le reconnaître, on le C'est la sait. vérité. Heureusement, le marché a décidé que celle-là ne durerait Et je pas pense que c'est longtemps. pas grave en plus. Je pense que c'est une bonne chose. Non, Du coup, ça a permis à des gens de faire des choses un peu folles, de tenter des choses folles et parfois de bien réussir, sûr. parfois d'échouer. Tu vois, juste petit aparté, moi, je me mets à la place d'un investisseur qui reçoit Erwan Spiegel, le créateur de Snapchat, le premier jour où ce mec vient présenter Snapchat. Je vais être honnête avec vous qui me regardez, jamais j'aurais mis un copec sur cette application et on a vu ce que c'est devenu. Tu vois, donc c'est assez fou. Mais bien sûr, non, mais ça, on ne le saura jamais. Et tu as raison, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, ça a développé en France une énergie entrepreneuriale phénoménale, quasiment unique au monde. Et on a cette chance phénoménale d'être en plus dans un pays qui a accompagné, comme aucun autre pays, les entrepreneurs et les start-upers pour les aider à se développer, les accompagner, les mentorer. C'est absolument génial. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que je trouve qu'un étonnement, tu vois, par rapport à ce qu'on vient de vivre, cette crise sanitaire, je l'explique en partie par le fait que les médias ont été totalement accaparés par l'aspect sanitaire et par 450 médecins qui sont foutus sur la gueule sur les plateaux télé pendant une éternité. Moi, je les supportais plus. Ok, ils ont pris soin de nous, mais je pouvais plus les voir, pour être sincère. Je supportais plus d'entendre leurs trucs où ils se contredisaient, C'est etc. clair. Et de n'avoir vu aucun historien sur les plateaux télé. Ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais à quoi sert l'histoire quand on n'est pas capable de rappeler que il y avait eu 500 000 morts de telle grippe, etc., pour essayer d'arrêter de foutre la frousse aux gens et de leur dire que la mort est normale, naturelle. C'est un des chapitres du bouquin, d'ailleurs. Le rapport à la mort, à l'obsession de la précaution, le principe de précaution qui mène à l'inaction, à la peur panique de tout, c'est celle qui a envahi les Français en ce moment et qui est un désastre si on continue comme ça. Et quelque part, je pense que ce qui m'a étonné, c'est qu'à cause de cette omniprésence du discours médical, les startups ont disparu du radar depuis 4 mois. C'est-à-dire qu'en fait, plus personne, je regarde dans la presse, ça Après, tu sais, revient sur un les tout médias petit peu. mainstream, ils n'ont jamais trop éclaboussé l'écran. Hein. Non, mais elles ont même, non, mais même dans nos discussions, on avait d'autres priorités, et Oui, puis aucune à un moment, si tu veux, il y a une forme de frustration un peu, et peut-être un peu de déception, en tout cas chez moi, d'avoir été quand même, d'avoir rêvé, si tu veux, avec les GAFA, avec l'immortalité, avec le transhumanisme, avec la data, avec Google qui allait changer le monde, etc. Et d'avoir finalement vu que l'environnement de la start-up, environnement ou état d'esprit, a été absent de cette crise. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'enjeux pour elle, hein, faut être clair. D'abord, les bullshitters, à mon avis, bah, ils vont soit créer une boîte qui aura du sens vraiment, soit ils iront faire autre chose et au moins ils auront appris à de toute être un façon, il n'y peu a plus de temps entrepreneur. pour eux. Donc, Exactement. Ceux qui n'avaient aucun fonds de propre, ils vont avoir besoin de beaucoup de capacité de conviction à convaincre des fonds de remettre un peu de pépette aujourd'hui parce que les fonds, ils sont en train de se demander, parce qu'à côté de ça, ils ont acheté un immeuble à la Défense, ils ont investi dans un fonds, ils se disent, mon immeuble à la Défense, il va se vider en 3 jours quand les mecs vont se télétravailler, prendre une maison à Orléans à 1 heure de TGV. Enfin, tu vois le bordel qui est en train de se préparer dans les styles de vie, dans notre environnement de travail, dans les bureaux, dans l'habitat, dans la birésidentialité, dans la création de tiers-lieux dans lesquels on va pouvoir bosser, coucher une nuit, repartir chez soi, quitter les grandes villes d'ailleurs, je pense que la préminérales. Défense va devenir un très grand centre de tiers-lieux, de coworking et de choses comme ça. À mon avis, il y a un gros Bien potentiel. sûr, elle va se réinventer, mais complètement. Enfin, le bureau, la tour classique de la Défense est mort dans sa configuration d'avant, parce que c'est fascinant de voir la mutation par le télétravail, du management à distance, de ce que ça va complètement modifier comme lien de confiance avec ses équipes, parce que Ouais. avant ils voulaient pas le faire, parce qu'ils disaient les mecs ils vont être sur leur canapé à regarder Netflix. C'était ça le télétravail dans l'esprit du Ça, cadre tu qui vois, avait je une pense équipe. que pour le coup, la crise va être une vraie bénédiction pour toute cette partie télétravail. Je l'espère en tout cas.
Ah non, mais c'est plus qu'une bénédiction, c'était une lame de fond que plus rien n'arrêtera. C'est parti. Hier, j'étais avec un fonds d'investissement et il me dit, ça y est, on a décidé, ils font ce qu'ils veulent, les mecs, maintenant. Le truc le moins rock'n'roll du monde, tu vois, le fonds d'investissement en termes de management. Et ils disent, non, non, on est d'accord, on a vu, on n'y Bon, a et jamais c'est bon, cru. on a compris, il bossait encore plus en télétravail, donc on va les Ouais, laisser. mais attends, c'est peut-être ça, mais c'est fabuleux de voir à quel point ça s'est accéléré, en fait. Donc, tout ça pour dire que les startups aujourd'hui, elles sont face à une nouvelle étape, je crois. On va avoir de nouvelles formes de startups et je pense aussi qu'elles vont s'activer sur des nouveaux sujets. Je pense que tout ce qui est autour du sanitaire, il va y avoir, tu sais, une préoccupation sanitaire durable, une envie de protection durable. Je pense qu'il va y avoir des enjeux aussi autour des thèmes de la diversité. Parce que quelque part, ce qui s'est passé quelques semaines avec la mort de George Floyd, qui a, là aussi, tsunami mondial qu'on n'attendait pas, en parallèle à d'autres tsunamis du moment, est en train de révéler d'autres choses dans la société française ou d'autres sociétés. Tous les métiers du care, tous les métiers du vieillissement, de la dépendance, vont nécessiter La des tas de silver nouvelles. economy. Mais bien sûr, elle va devenir sexy. Elle va devenir sexy, c'est évident. Donc, il y aura de nouveaux territoires pour les startups. Et je pense qu'on aura compris maintenant que, tu sais, le dernier chapitre de Startup Academy, je ne l'ai pas lu depuis longtemps, mais il y avait, je crois, il s'appelait Tout n'est pas bon dans la startup, où j'ai essayé d'analyser un peu les principales conneries que font les startuppers, qui Mhm. consistent à préférer les likes aux clients, les vrais clients, tu vois, parfois. C'est-à-dire que c'est parfois plus important d'avoir des vrais clients qui payent que d'avoir 1000 likes de plus ou de battre un peu le copain qui en a 200 de moins, etc. Il y avait toute une série de faiblesses des startups, qu'à mon avis, elles vont maintenant prendre en charge et essayer de compenser un petit peu. Mais elles ont évidemment leur rôle à jouer parce que de toute façon, l'innovation ne viendra. Alors, j'allais dire, l'innovation ne viendra pas des grands groupes, mais je peux même pas vraiment le dire aujourd'hui parce que je m'aperçois quand même que là aussi, ils commencent à avoir ce qui est déjà décrit dans le bouquin Startup Academy, c'est que le problème des startups, c'est elles ont des idées, mais elles n'ont pas la distribution. Parce que la distribution coûte cher, parce que souvent la Bien sûr. distribution, c'est acheter des mots-clés chez Google ou d'autres façons de le faire. Mais c'est vrai. Et les grands groupes, ils ont la distribution, ils ont accès au public, mais ils n'ont pas l'innovation. Et Mais quelque part, quand. c'est pour ça que Vivatech est extraordinaire, je trouve, parce que ce concept de dire on va avoir des plots, des îlots centraux avec les très grands groupes et autour de ces îlots, on va avoir des petites startups qui sont dans le même domaine et qui vont être aidées par les grands groupes, qui vont s'entraider du coup des deux côtés. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce qu'il faut. Alors, il y a eu quelques problèmes il y a quelques années où les grands groupes avaient un peu exagéré leurs relations, avaient profité de leur supériorité pour foutre la merde, on va dire, dans les boîtes. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Elles ont enfin compris qu'il fallait qu'elles fassent les choses bien, en tout cas de ce que j'en vois de l'extérieur. Et je pense que oui, allier la puissance financière et de distribution d'un grand groupe, et on en a beaucoup en France dans plein de domaines, avec l'agilité, l'efficacité, l'innovation d'une petite start-up, petite entre guillemets, hein, d'une start-up tout court, je pense que c'est surpuissant, clairement. Et c'est ce qui va se faire de plus en plus. Mais je dirais même que les startups vont devoir se méfier de plus en plus des grands groupes parce que les mecs ont quand même maintenant, ils ont compris beaucoup de choses là. Ils avaient déjà compris beaucoup de choses, mais là il y a une accélération très forte. Elles ont leur rôle à jouer. Après, il faut juste regretter un petit peu, c'est toujours aussi un éternel sujet, de savoir pourquoi elles grandissent pas, pourquoi lorsqu'elles grandissent, elles sont trop vite rachetées par des gens qui ont été plus rapides qu'avant, donc C'est ils ont un les vrai débat. moyens que de les racheter, et que finalement, il semblerait que depuis 10-15 ans que ce phénomène existe et qu'il soit accéléré depuis, comme tu as raison, 5-6-10 ans, malheureusement, on n'a pas été capable de construire l'équivalent de ces entreprises capitalistes familiales avec un capital patient qui vont profondément, durablement réinventer le territoire français. Mais j'ai envie de dire, si l'économie d'aujourd'hui, parce que c'est la vitesse de l'accélération technologique, les contraintes de plein de choses, l'accélération finalement qu'a révélé avec ses limites cette crise sanitaire et aussi, si c'est ça aujourd'hui le contexte, ben, tant pis, peut-être qu'on créera plus de grands groupes et que le monde sera fait de tas de boîtes qui se créeront, qui disparaîtront à mesure que de nouvelles possibilités technologiques ou de nouveaux territoires s'ouvriront et qu'il y aura toujours un ou deux très gros acteurs hégémoniques que sont les GAFA, globalement, pour le monde occidental ou les fameuses boîtes chinoises pour le monde asiatique. Il faut voir, c'est peut-être malheureusement inéluctable, mais on voit bien comme la réalité, c'est qu'il n'y a pas pour le moment beaucoup de licornes et qu'on n'en voit pas beaucoup arriver. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, ce que j'en parlais avec Jean de la Roche-Brochard, celui qui s'occupe du fonds d'investissement de Xavier Niel pour la France, qui est l'un des fonds d'investissement au monde les plus actifs. Et il m'expliquait que, Absolument. alors oui, parce que justement, il y avait un débat là-dessus. Moi, je lui disais, putain, ça me rend fou, Zenly, qui était une boîte incroyable, 100% made in France, qui a été vendue à Snapchat. Maintenant, l'une des fonctionnalités phares de Snapchat, c'est Zenly. C'est le système de cartes géolocalisées. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que j'imagine que là, j'ai perdu la moitié des gens en parlant de Snapchat déjà. Mais voilà. Et cette boîte qui était incroyable, qui avait un truc
que personne n'avait. Parce que si Snapchat a posé je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros, c'est qu'il y avait une raison. Et effectivement, ils en profitent aujourd'hui. Et je lui avais dit, mais comment ça se fait? Pourquoi on n'a pas réussi à garder cette boîte en France et essayer de créer notre propre géant mondial? Et il me dit, mais Rémi, c'est parce que pour le moment, on est trop petit, on ne pouvait pas. Bien sûr. Moi, Attends, on a j'étais une au langue board. qui. Ouais. T'étais au board? Lui, il était au board. Lui, il était au Ah, lui, board. au board. D'accord, Et il me ouais, bien disait, sûr. Attends, mais c'est le même problème que la mondialisation. Qu'est-ce que tu fais avec 60 millions d'individus? Que dalle aujourd'hui. Qui plus est dans une langue, même si la langue française ouais, est mais quand même Zenly était parlée. mondial. Comment? Zenly était mondial. C'était Non, déjà j'entends bien. international comme boîte. Tu vois ce que je veux J'entends dire? bien. Mais globalement, ça, c'est vrai que le miracle de la technologie et des applis où tout est digital fait qu'il n'y a pas de frontières et que l'anglais devient la langue normale, c'est plus facile. Mais il y a tellement peu de business qui sont mondialement comme ça possible, malgré tout, aujourd'hui. Enfin, il y en a, bien sûr, mais c'est quand même un peu compliqué. Et on est là-dessus quand même. Là aussi, je pense que c'est un problème qui va nous suivre longtemps. Je ne suis pas sûr qu'on ait des solutions tout de suite. Bah, ce qui m'expliquait, c'est que c'était pas si grave que ça, parce qu'en réalité, l'argent qui avait été récupéré, en plus, l'équipe continue de travailler au sein de Snapchat, donc du coup, elle est en train de monter en compétences également. Et il Oui. disait que cet argent allait être redistribué dans l'économie française en général. Donc, Ce qui est vrai, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et ça aussi, c'est un truc fantastique, c'est qu'il faut reconnaître que les entrepreneurs qui ont réussi, les Français, ils ont tous, il y a très peu qui ont pris leur retraite dans une île quelque part. Il y en a qui l'ont fait, mais en même temps, ils ont continué à investir. Et ils n'ont ouais. pas arrêté de faire du Xavier Niel, puissance peut-être moindre, mais ils ont fait tous finalement des choses passionnantes. Ils ont investi, ils ont remis des ronds dans plein de belles boîtes, etc. Donc c'est un système qui est vertueux. Moi, c'est pour ça que je dis acceptons-le sans se frapper la tête contre le mur, parce que c'est quand même vachement bien déjà. Et ça donne à la France cette image d'innovation qui est extrêmement bonne pour nous dans tous les domaines, y compris pour les grands groupes. Donc c'est un sujet, mais bon, faisons avec pour le moment. Bon, en tout cas, moi, je suis absolument convaincu que ce sera mieux après. Oui. Voilà, donc j'en suis convaincu. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais moi, j'en suis convaincu. Pour moi, ce pays, ce monde, ils ont beaucoup de ressources. C'est dur. On va galérer pendant des mois, voire des années. C'est la vérité. On ne peut pas mentir là-dessus. Par contre, je pense qu'on a beaucoup de ressources et qu'on est capable de rebondir. On l'a déjà fait dans notre histoire commune à tous. Et je pense qu'on le fera, j'en suis absolument convaincu. Et je pense que la France a vraiment sa carte à jouer, l'Europe aussi, dans ce qui est en train de devenir un petit peu quand même un monde un peu à deux entités, comme malheureusement il n'y a pas si longtemps, hein, avec les blocs soviétiques et américains à l'époque. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre effectivement un peu la même chose avec la Chine et les États-Unis. J'espère que nous pourrons jouer notre rôle d'arbitre, entre guillemets, essayer d'être un peu médiateur entre les deux, de calmer un peu les esprits. J'espère qu'on pourra jouer ce rôle-là. Mais je suis assez convaincu qu'on va s'en sortir. Moi aussi. Surtout que dans ce nouveau monde, effectivement, globalement, c'est comme la Chine qui gagne actuellement. Et oui, pour l'instant, le retrait absolu du monde qu'a décidé Trump est extraordinairement dangereux pour tous. Mais ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu sais. Je sais bien. Je suis un optimiste comme toi et je crois moi aussi que ça peut être mieux après. Mais si je peux me permettre ce joke, sauf si on est trop con. Exactement. Parce qu'on pourrait l'être, hein. Il y a des chances qu'on le soit, il y a des risques qu'on le soit. On verra, advienne que pourra. Absolument. Soyons confiants. Merci à toi, Philippe, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. J'espère qu'on aura la chance enfin de se rencontrer à nouveau à Cannes, puisqu'on s'était déjà rencontrés sur Paris dans quelques semaines. Absolument, moi aussi. J'espère que tout va bien pour toi et j'ai hâte de recevoir ce livre et de voir un peu ce que ça va donner. Je pense que j'ai l'habitude de te lire, donc je pense que je ne vais pas être déçu. Et puis voilà, du coup, si on veut se procurer ce livre, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? On va dans une bonne librairie d'abord, parce qu'il faut soutenir nos libraires qui morflent beaucoup aussi. Il faut les aider, vraiment. Si on n'a pas de libraire, évidemment, Amazon, Fnac et toutes les plateformes, on le trouve partout, il est en précommande et il peut arriver dès le 2 juillet dans vos boîtes aux lettres. D'ailleurs, plutôt Fnac qu'Amazon, parce que Made in France, machin. Chacun son choix. Nous sommes un pays libre. À chacun ses convictions. C'est vraiment intéressant. Chacun ses convictions et chacun fait ses choix. Exactement. Non, mais ça, c'est des petites jokes. J'aime bien envoyer des pics sur Amazon. Je déteste cette boîte, mais on en parlera plus tard. Mais en fait, j'ai vu que tu titillais tout à l'heure sur la qualité de service d'Amazon. Je t'ai senti une vibration. Non. Je reprends. La qualité de service d'Amazon, elle est indéniable. C'est pas le problème. Le problème d'Amazon, pour moi, c'est son dirigeant et ses méthodes. Après, on peut en discuter. Moi, j'ai une liste longue comme le bras de choses horribles qu'il a faites durant ces 10 dernières années. Et j'avoue que j'ai un peu de mal maintenant à, du coup, moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas acheté le moindre produit sur Amazon et que je refuse de travailler avec cette entreprise
Pas par rapport à sa qualité de service évidente, Oui, mais je par comprends, rapport à je un comprends. personnage spécifique. Voilà. Bien sûr. Bon, It's a Philippe, free merci. country. C'était Salut vraiment mon gars, agréable. à bientôt. Très vite. À bientôt. Merci Rémi. Ciao, ciao. Ciao. Ah, attends, j'ai oublié un truc quand même. Hop, alors attends, je t'enlève 2 secondes de l'image et après je te laisse. Il faut juste que je fasse un truc avant. Voilà, on était en direct. Enfin, en direct, non, je recommence. Voilà, c'était une super émission avec Philippe Bloch. Je le remercie encore de nous avoir accordé cette petite discussion autour de son livre « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con ». N'hésitez pas à aller voir ça à partir du 2 juillet, si j'ai bien compris. Et donc, il faut surtout que vous n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine.